Alors, elle se dit cultivatrice de souvenirs parce qu'elle transforme les vêtements, les tissus de nos défunts en des objets hyper précieux pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage. Et donc forcément, j'avais envie de vous la présenter. Elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle Cœur de Tissu, comme vous voyez, voilà, à côté de son prénom. Bienvenue Zoé. Merci, trop bien, je suis trop contente d'être là. C'est cool. Alors moi, je t'ai connue par une personne avec qui je travaille, une amie qui m'a dit, c'est ma cousine, va voir son compte Instagram, vous allez avoir sûrement des choses à vous dire. Et puis effectivement, ça m'a fort parlé. Et ça m'a beaucoup touchée aussi ce que tu fais parce que c'est la première fois que je rencontre une personne qui fait ça, comme toi. Et je trouve que ça peut vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment inspirer, aider parce que les vêtements d'une personne défunte, il y a souvent la question de quand est-ce que je les donne, est-ce que je les donne, est-ce que je les jette, est-ce que je les garde, combien de temps, etc. Et je redis, il n'y a pas de règles en la matière. Vraiment, chacun fait avec ce qu'il est, avec son histoire, avec le temps qu'il faut aussi. Hein. C'est pas parce qu'on donne les affaires, on emballe les affaires dans des sacs que on va avoir un deuil plus rapide ou ça, c'est aussi des choses qui sont des fausses croyances. Hein, et même si on les garde plusieurs mois, plusieurs années, c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à un deuil apaisé aussi. Donc c'est un super sujet. Toi, déjà, un peu en intro, j'aimerais bien savoir comment tu en es arrivé là. Comment tu as eu cette idée de faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton parcours peut-être professionnel, mais peut-être aussi un peu personnel aussi? Alors, ça part principalement de mon parcours perso parce que j'ai vécu un peu toute ma vie. Alors, j'ai que 29 ans. Et j'ai vécu un petit peu plein de deuils au cours de mon adolescence particulièrement. Jusqu'à il y a 6 ans maintenant où j'ai perdu ma maman du coup d'un cancer, où ça a été je pense le deuil le plus difficile à affronter parce qu'il y a eu le deuil blanc avant, il y a eu cette partie agonie, ce long accompagnement du coup vers la fin. Et du coup, cet après qui a été très difficile à gérer parce qu'à ce moment-là, avec ma sœur qui avait du coup 19 ans à l'époque et moi 23, en fait, on a été confrontés à la gestion en fait de ce décès complètement, totalement, malgré notre jeune âge. Comme on était majeur, du coup, on était pleinement en âge de s'en occuper. Donc voilà, donc on s'est pris un petit peu ça de plein fouet. Et en fait, le constat, effectivement, c'est un petit peu ce dont tu parlais au début dans l'introduction, c'est que on sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qui nous ferait du bien, etc., etc. Et c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup manqué, en tout cas particulièrement quand maman est partie, parce que on était dans une situation avec ma sœur où on n'avait pas cette possibilité de garder en fait autant qu'on aurait voulu les affaires de notre maman, parce qu'il fallait rendre la maison. Et que nous-mêmes, on était chez notre papa, donc c'était très compliqué. Donc il a fallu effectivement se débarrasser d'un maximum de choses le plus rapidement possible. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme j'ai vécu un deuil complexe suite à cette perte-là, je sais que ça fait partie des choses que je regrette énormément, de ne pas avoir autant de souvenirs que j'aimerais de ma maman. Voilà. Donc c'est parti un petit peu de ça. Après, professionnellement, j'ai un parcours un peu particulier. Quand j'étais petite, je voulais être luthier. Donc j'ai travaillé le bois, j'étais toujours dans le manuel. Là, voilà, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai voulu être luthier, donc j'ai fait musicologie, j'ai été au conservatoire, j'ai fait beaucoup de stages, etc. Quand c'est tombé à l'eau, je me suis redirigée vers le maraîchage. Ça n'a absolument rien à voir. Vers le maraîchage pour, en fait, l'idée c'était encore aujourd'hui finalement, mais ça se présente pas de la même manière. Devenir maraîchère, ça voulait dire créer un petit havre de paix. Voilà, un petit espace où il n'y aurait pas de pollution, ce serait bien, on pourrait bien manger, on pourrait prendre soin de soi facilement, que ce serait fluide en fait.
Et donc, finalement, cœur de tissu, et puis tout ce que je peux faire aussi à côté, notamment avec l'Académie des émotions qui va bientôt arriver. Et ben en fait, c'est ça, c'est de créer en fait un espace où on a le droit d'être qui on est, on a le droit d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, et puis on a l'espace et la possibilité d'en faire quelque chose. Wow. Bon, merci de ce partage perso et puis pro, parce qu'on voit bien que parfois, forcément, le perso, il rejoint aussi le professionnel, et puis on ne fait plus qu'un. Tu as utilisé aussi un mot fort que beaucoup de personnes me partagent aussi par rapport les affaires. Il y a le mot débarrasser, jeter. Et souvent, c'est violent parce que, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais comme tu dis, on devait vider la maison, et en fait, on peut avoir la sensation entre guillemets, qu'on se débarrasse des affaires de la personne, donc on se débarrasse d'elle et on va l'oublier, quoi. Et c'est en ça que je trouve que toi, ce que tu proposes aux personnes avec les vêtements des fins, avec les tissus, avec même la laine restante, si on perd une grand-mère une mère qui tricotait, et on peut tu fais d'autres choses. Je trouve ça que c'est hyper intéressant, parce que sinon, il y a la voie de on garde des choses. Et on ne sait pas trop quoi garder, mais on peut garder des choses, bien sûr. Moi, j'ai encore des choses, des t-shirts, des foulards de Jeff, et pourtant il est mort, mon compagnon, il y a 10 ans, en 2014. Donc, et puis il y a des choses qu'on va donner à la famille, à des proches, à des enfants, etc. Et puis il y a des choses qu'on peut donner à des œuvres caritatives. Il y a des choses des fois qui sont trop usées et qu'on va jeter. Mais là, toi, tu proposes encore une autre voie, en fait. Une nouvelle voie par rapport à ça. Donc, pourquoi tes clients, tu les appelles d'ailleurs, les gens qui viennent te voir, oui, tes clientes et les personnes que tu rencontres, qui viennent te demander, pourquoi ils viennent te demander, eux, ils viennent avec... ils te disent, je veux transformer, et... qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils souhaitent transformer? Peut-être avant aussi, tu peux montrer peut-être quelque chose que tu as transformé. Alors, en général, ça, c'est une bonne question. En général, les gens, ils viennent à la base parce qu'ils savent que je suis couturière, que je récupère les tissus, et pour en faire autre chose. Donc, à la base, en fait, ils sont plus dans cette optique-là, dans cette phase-là de, en fait, on est obligé de vider la maison, parce que il faut la vendre, parce que ceci, parce qu'il faut faire le tri, parce qu'ils sont aussi dans une phase de processus de deuil un peu naturel, en mode faut s'occuper en fait des dernières affaires de la personne. Donc ils sont en mode voilà, on vire, et donc je me retrouve généralement avec des tissus qui peuvent être très beaux ou qui sont chargés de souvenirs. Alors le petit chapeau, voilà, le petit chapeau que vous voyez là, avec les super citrons, et en fait, c'est des anciennes serviettes de table. Voilà. C'est des anciennes serviettes de table, donc c'est un petit bob réversible que j'ai accordé avec des chutes que moi j'avais perso. Donc c'est ce genre de choses-là. Et puis on peut faire, alors moi c'est ce que je préfère, parce que ça permet en fait d'allier plusieurs personnes et plusieurs éléments. C'est le sac. Alors, hop, il faut que je le présente bien. Voilà. Donc ça, c'est un sac qui a été créé avec un rideau. Voilà, le sac est le tissu en carreau. C'est un ancien rideau en coton, voilà, qui était dans un salon. Les petites poches qui sont recto verso, c'est le vieux pantalon de jardin de papy. Voilà. Ensuite, on a à l'intérieur plusieurs éléments. Donc la première chose, ça va être la doublure que j'ai créée en drap ancien, vous savez, les draps généralement qui sont brodés aux armoiries de la famille, etc. Ça, c'est des choses qui sont super intéressantes, généralement abîmées, certes, mais qui font une très jolie doublure. Et je ne sais pas si on va le voir à l'écran. À l'intérieur, j'ai créé une poche avec, si on la voit un petit peu, avec le devant d'une chemise de nuit de mamie. Donc, en fait, il y a papy, mamie et leur maison qui est réunie dans un seul sac, dans une seule pièce, que je vais pouvoir du coup porter avec moi tout le temps.
pour garder en fait ce lien, ce contact avec eux et avec ce que leur maison, en fait, leur lien, je dirais, représente pour moi, qui peut être les vacances que j'avais quand j'étais petite et que j'allais chez papy, mamie, voilà, pour passer les vacances, quelques jours, etc., avec les cousins, les cousines, par exemple, etc. C'est ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Je fais pas que des accessoires de mode. On peut évidemment travailler avec la décoration aussi, parce qu'avoir dans son intérieur un petit élément discret qui, a priori, ne raconte rien, mais qui, en réalité, est fabriqué à partir de un bijou, à partir d'un tout petit morceau de mouchoir, une toute petite broderie de mamie, etc., et qui va créer un tableau brodé, par exemple, ou de créer avec, effectivement, tu le disais tout à l'heure, les anciennes pelotes que mamie n'a pas eu le temps de tricoter. Et ben on va faire un plaid, on va faire un gilet, on va faire voilà, on va faire plein de choses. Donc en fait, j'ai plein de cartes de cordes à mon arc, qui sont donc principalement la couture, la broderie et le crochet. Et du coup, en fait, on va réaliser une pièce qui va être le plus significatif, le plus symbolique pour représenter et rendre hommage à une personne et à une histoire. Voilà. Je rallume mon son. Je trouve ça super beau parce que en fait, tu donnais l'exemple du sac avec papy, etc. Donc même pour des enfants, faire un petit sac à dos, ou s'ils ont perdu leur papa, pouvoir transformer ça en sac, ou un petit bob aussi, comme l'exemple que tu as donné. Voilà, c'était une serviette, mais ça peut être aussi hyper chouette, parce que des choses qu'on porte, quoi, et qui sont du coup toujours avec nous, en fait. Qui sont toujours, voilà, comme exactement. Voilà, c'est quelque chose, symboliquement, c'est hyper fort. Elle est avec nous, elle reste avec nous. C'est ça, et ça va même plus loin, je dirais, parce que je travaille pas que avec la matière physique. Dans le sens où si quelqu'un arrive parce que il ou elle a vécu un deuil périnatal, il reste pas grand-chose de concret, de matériel avec cette histoire-là. Donc, on va essayer de créer quelque chose de très symbolique autour de ce qu'il y a et de ce qui reste. Donc, ça peut être effectivement un prénom, ça peut être effectivement... j'ai déjà eu l'occasion de broder, de faire une petite broderie sous cadre pour représenter la fratrie, qui devait être à l'origine 4. Et donc, du coup, il y a 3 petites silhouettes avec une étoile et les initiales des 4 enfants, du coup, dont une qui, du coup, a été brodée d'une manière différente et l'étoile un peu différente, etc., pour rendre hommage, en fait, et réunir quelque part dans la matière la famille, en fait. Ça peut être ça, ça peut être le fait de broder une photo. On peut broder aussi du carton, on peut broder une photo, donc ça, c'est exceptionnel quand on a la photo de mariage de papy et de mamie, par exemple, qui est en noir et blanc, qui est une superbe photo qu'on a toujours vue accrochée au mur, mais qui est en noir et blanc, et qui finalement, maintenant qu'elles sont tous les deux parties, elles résonnent différemment. Donc, on va aller, par exemple, rebroder par-dessus le bouquet de mariée des fils de couleurs, des fils brillants, etc., pour remettre de la lumière et voilà, signifier finalement d'une manière un petit peu plus intime que les obsèques qu'on peut faire habituellement, que voilà, ils sont réunis maintenant, mais qu'on pense quand même à eux et qu'on voilà, on leur offre quelque part un dernier hommage, en fait, c'est ça, un dernier adieu. Ouais, complètement. Il y a les petites coupures, je verrai, voilà, à la fin de l'enregistrement, si ça passe, parce qu'il n'y a pas une bonne connexion Internet. Je voulais savoir aussi si en fait, toi, les gens, du coup, viennent te voir, et est-ce que c'est toi qui leur fais des propositions? Est-ce que les gens, ils arrivent déjà avec une idée en tête, ou ils te disent, là, voilà, ça, c'était la chemise de mon mari, j'ai envie d'en faire quelque chose, ou j'ai envie de la porter? Il y a déjà une idée, ou on peut aussi venir en disant, voilà, j'ai ces vêtements-là, j'ai ces types.
Ouais. Et ben, Celui-là et en fait, ça va dépendre de la personne. Si la personne sait déjà ce qu'on peut faire, si elle me connaît déjà et qu'elle vit un deuil, elle va effectivement avoir des idées qui sont liées à son défunt. Après, on va voir effectivement ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible en fonction de ce que moi j'ai en stock. Parce qu'on le voit hein, ici, voilà, j'ai mon armoire qui est pleine de vieux tissus, de restes, de chutes, etc. Donc, c'est des choses dont je vais aussi me servir. Parce que ça, je sais que par exemple, c'est des tissus qui sont encore solides, entre guillemets, qui tiennent encore la route. On peut m'apporter, comme je l'ai dit, des vieux draps qui vont être très, très élimés, qui vont se déchirer très, très facilement. Donc, pour faire un sac, et ben, c'est pas toujours adapté. Donc, on va chercher, en fait, toutes les techniques qui vont être le mieux pour sécuriser l'élément final en fonction aussi de sa fonction, parce que si c'est juste une décoration, une tenture murale par exemple, bon, on va être un petit peu moins exigeant pour un sac par exemple. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Et puis après, ça va être de réfléchir à ce qui est le plus pertinent et le plus symbolique en fait pour la personne. Parce que si c'est quelqu'un, vous voulez rendre hommage à mamie qui était tricoteuse, ça va pas avoir de sens de créer un sac avec son rideau en fait. Ça va résonner moins fort que si on crée avec tous les petits bouts de laine, les restants de pelote, etc., même s'ils sont mités, etc. Moi, je les raccorde, je m'amuse à tout raccorder, chaque fil ensemble, et puis on va faire un plaid, par exemple, pour que, en hiver, au coin du feu, mamie soit là, finalement, et réconforte et réchauffe, en fait, la personne à ce moment-là, en fait. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de l'histoire aussi, parce que on peut vraiment complètement partir de l'histoire, de qui était la personne, et dire, ok, papy, c'est un grand pêcheur, donc on va partir sur des petits poissons, on va partir sur l'eau, on va partir sur plein de choses, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Et après, c'est aussi quelque chose qui va résonner avec la personne. Un sac, tout le monde ne porte pas de grands sacs comme moi je peux en proposer. Je peux proposer évidemment des petits, on s'adapte, etc. On va s'adapter aussi au style de la personne, parce qu'une personne qui n'aime pas trop les couleurs, qui qui est plutôt discrète, et je vais proposer plutôt que de mettre les broderies, par exemple, je parlais des broderies familiales tout à l'heure, plutôt que de créer une poche comme celle-ci. Oh, il y a un fil. Comme celle-ci, avec la broderie à l'extérieur qui va être très visible, et en fait, je vais venir la cacher juste là derrière. Je vais la coudre ici, comme ça, d'extérieur, ça paraît être un sac normal. Voilà. Un peu original parce que du coup, forcément, il aura été créé avec des tissus un peu spécifiques qui sortent de l'ordinaire. Comme par exemple, j'ai celui-ci, hein, aussi, hop, qui est aussi une paire de rideaux. Voilà, une vieille paire de rideaux en velours jaune que j'ai accordé avec c'est quasiment de la fine fourrure de zèbre à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Donc en fait, on s'adapte vraiment à l'histoire, au symbole, mais aussi à la personne qui va recevoir la pièce finale pour que ce soit quelque chose qu'il ou elle ait vraiment profondément envie d'accrocher à son mur ou de porter tout le temps avec soi, quoi. Et du coup, c'est quoi les retours que font les gens quand ils voient la pièce terminée, la transformation a opéré, on va dire? Eh bien, écoute, généralement, on a beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions parce que les gens ne s'attendent pas, en fait, au rendu final. Parce que finalement, c'est très, très dur quand on a voilà, l'habitude de voir les serviettes de table de mamie. C'est les serviettes de table de mamie, il n'y a rien à faire et on n'arrive pas à les voir autrement. Donc, quand on arrive avec ça en se disant « waouh », on dirait pas que c'est les anciennes serviettes de mamie qu'on a fait le Noël avec, qu'on a fait les anniversaires, qu'on a fait, etc., etc. Et donc, du coup, de le voir et de pouvoir le porter fièrement sans que ça paraisse, en fait, et du coup, c'est très émotionnant parce qu'on a vraiment un objet un peu magique, en fait, près de soi, qui va pouvoir à la fois questionner, parce que du coup, il va être ultra original, il va être unique. Et donc, du coup, peut-être ça va interpeller en mode « ouais, il est trop bon ton chapeau et tout, franchement, tu l'as eu et tout ». Et puis de dire « ouais, c'est ma mamie ».
Tu vois, donc en fait, c'est ça, c'est c'est un peu la magie et c'est un peu le sentiment vraiment de renouer des liens, en fait, avec ce qui n'a plus de matière, de pouvoir enfin reprendre contact, en fait, je pense, avec ça. Et donc, du coup, c'est ça qui ressort principalement quand les personnes viennent pour le grand final, pour découvrir la pièce finale qui est terminée. C'est généralement ça qui ressort. Je réouvre mon son, parce que ça tape fort chez moi aujourd'hui. Il y a des travaux, je vois ça. donc ouais, c'est vraiment chouette. Et voilà, c'est fort, voilà. On fait avec les conditions. Toi, alors là, bon, s'il y a des gens qui t'écoutent aussi, toi, tu peux préciser dans quelle région tu es, mais est-ce que on peut aussi te contacter par mail, par téléphone, enfin, comment ça peut se passer si on a envie de faire un travail avec toi? Bien sûr. Alors, je peux travailler à distance. À distance, on ne va pas tout à fait faire les mêmes choses, forcément. Ça va être un petit peu différent. Donc, évidemment, on va se voir en visio. Je vais vous montrer comme ce que je suis en train de faire là. Bon, bah, j'ai ce tissu-là, si tu veux, pour accorder à celui que tu me montres, etc., etc. Sachant que ce qui va être concret, c'est quand je recevrai là où les pièces que vous m'enverrez. Forcément, parce que les couleurs peuvent être modifiées, les tissus vont être dans un état dans lequel je n'imaginais pas forcément, donc les choses vont être un petit peu différentes. On va avoir peut-être plus d'ajustements en distance qu'en présentiel. Moi, je suis dans le Cher, donc en plein Berry, juste au-dessus, près de la Sologne. Donc voilà, c'est un tout petit patelin. Il n'y a pas grand monde. Il y a beaucoup de petits vieux, du coup, de petites gentilles personnes qui sont adorables d'ailleurs et qui sont présentes dans le village. Donc voilà, je vais bientôt changer d'atelier en plus, donc ça va être très chouette de pouvoir bientôt, je l'espère aussi, accueillir des personnes un petit peu plus en local pour venir travailler directement à l'atelier. Je propose aussi des cercles d'endeuillés en présentiel et en visio, pour pouvoir prendre un premier contact ensemble, parce que aussi, voilà, pour ceux qui connaissent Rachel, je pense que le cercle de parole, c'est une évidence. Voilà. Donc c'est des choses qui sont possibles avec moi, en fait, quand on prend un atelier du souvenir, donc que ce soit la version trésor ou la version héritage. Il y a un suivi forcément avec moi, il y a une forme d'accompagnement. Je ne vais pas vous laisser voilà, repartir avec votre pièce et puis débrouillez-vous. Non, on va en reparler, on va débriefer sur les émotions que ça vous a fait, comment vous vivez les choses, etc. Puis évidemment, au besoin d'accompagner tout ça ou de rediriger quand vraiment c'est nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur. J'ai mon site internet, vous pouvez déjà voir quelques-unes de mes créations. Vous pouvez voir un petit peu aussi la différence entre l'atelier du souvenir trésor et l'atelier du souvenir héritage, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui offrent un même suivi, un même accompagnement. Et puis du coup, je suis sur Instagram, principalement sur Instagram, pour voir, voilà. Je vais mettre tous les liens en dessous de ta vidéo, dans les commentaires, vous irez voir. Il y a aussi ton podcast qui est super. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ton podcast pour les gens qui aiment bien écouter des podcasts, parce que tu parles des pépites aussi. Yes, carrément. Et oui, effectivement, je suis podcasteuse. Bon, est-ce que vous l'aurez deviné grâce à ce magnifique micro jaune? Voilà. Je suis disponible sous le nom de Cœur de Lumière sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube et sur Apple Podcast aussi. Donc Cœur de Lumière, en fait, c'est un espace que j'ai ouvert, en fait, dans la même conclusion, par rapport aux mêmes conclusions qu'on a fait au début. En fait, on n'en parle pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on peut faire de tout ça, on ne sait pas comment gérer tout ça, on ne sait pas ce que c'est le deuil, on n'en parle pas, etc., etc. Donc, je me suis dit que déjà, j'allais essayer de parler, moi, de mon histoire, de mon parcours, de ce que moi, j'ai appris et compris du deuil avec tout ce que moi, j'ai vécu.
Et du coup, depuis un an, quasiment et demi, j'interviewe des personnes qui travaillent de près ou de loin avec la mort, donc comme Rachel, qui fera partie du coup de la saison 3 de Cœur de Lumière. Et en fait, du coup, je peux avoir, par exemple, un médium qui vient parler de ça. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller voir un médium quand on est en deuil? On a eu aussi sur Cœur de Lumière, enfin je dis bon, j'ai eu sur Cœur de Lumière Nanou, la Thanato des réseaux sociaux, avec qui on a fait un superbe épisode. On a eu, enfin voilà, on a plein de conseillers funéraires, des maîtres de cérémonie, des personnes aussi qui ont vécu ou qui accompagnent le deuil périnatal. Donc voilà, on a vraiment plein de personnes qui viennent un petit peu parler de ce sujet-là pour que on puisse en rire, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse apprendre. Et donc, grâce à ça, on semble mieux aborder ces moments-là difficiles de la vie. Ouais, je pense que vraiment ton podcast, c'est aussi c'est un lieu, c'est des ressources en fait qui sont importantes en fait ce que tu partages pour aider, pour se dire en fait je suis pas vraiment fou ou folle, ce que je vis c'est normal et puis voilà, puis casser effectivement comme tu dis ce tabou quoi. Ouais, vraiment, ouais. Bon, Zoé, est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter? Dis-moi. Non, on a fait un peu le le petit tour. mot de la fin, prenez soin de vous. Je peux pas mieux vous dire de ne jamais arrêter de prendre soin de vous. C'est le plus difficile à faire dans la vie de tous les jours. C'est encore plus difficile à faire quand on est en deuil, mais c'est un des rares moyens qu'on a de bien vivre les choses, tout simplement. Exactement. Et puis là, vous avez des outils qu'on vous partage, que ce soit Zoé ou moi, voilà, qui peuvent vraiment faire la différence. Bon, Zoé, je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt sur ton compte Instagram, sur ton podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire aussi en dessous, voilà, pour dire si ça fait écho chez vous, si ça résonne, si ça vous donne des idées aussi. Nous, on sera contente avec Zoé de vous répondre. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.